L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un médecin. À la découverte de ses crimes, il fut surnommé le docteur Satan, celui dont les patients ne ressortent pas toujours vivants de son cabinet. Marcel Petiot voit le jour à Auxerre en 1897 dans une famille de la petite bourgeoisie. Enfant précoce, il manifeste une grande intelligence mais aussi une grande violence. On racontera qu'il aimait torturer des chats et qu'il aurait même ramené le revolver de son père à l'école. Régulièrement renvoyé de plusieurs lycées pour manque de discipline, il finit même arrêté durant l'adolescence car il prenait un malin plaisir à voler le courrier dans les boîtes aux lettres grâce à un bâton enduit de colle qui lui permettait de sortir les enveloppes. Jugé inapte d'un point de vue mental par un psychiatre, il ne sera pas condamné pour cette raison, mais aussi pour son jeune âge. Pendant la Première Guerre mondiale, Marcel Petiot devance l'appel et s'engage avant même la mobilisation générale, et ce malgré son syndrome maniaco-dépressif. Blessé au pied par un éclat de grenade en 1917, il est envoyé à l'hôpital où il sera accusé de vol. Car oui, depuis le simple vol de courrier, ce cher Marcel a vu empirer ses tendances kleptomanes. Son séjour à l'hôpital se transformera en séjour en prison à Orléans, puis il sera transféré dans le service psychiatrique de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Cela ne l'empêchera pas d'être renvoyé au front en 1918, mais encore une fois blessé, il finira réformé pour ses troubles mentaux. Fermement décidé à devenir médecin, après la guerre, il passe son diplôme à la faculté de médecine de Paris qu'il obtient en 1921 avec la mention très bien. Malgré un début difficile, l'avenir semble enfin radieux pour le docteur Petiot. Il ouvre un cabinet en 1922 à Villeneuve-sur-Yonne où il devient rapidement populaire et apprécié, notamment car il accepte de soigner gratuitement les plus démunis. Il sera même élu conseiller municipal puis maire en 1926. Côté vie privée, tout semble aussi aller pour le mieux, puisqu'il épouse Georgette Lablais en 1927, qui lui donne un fils en 1928. Mais si ce monsieur avait un avenir aussi radieux et une vie tranquille, vous pouvez vous en douter, je ne raconterai pas son histoire aujourd'hui. En effet, en plus de voler des objets à ses patients les plus riches lors de visites à domicile, Petiot fait parler de lui auprès de la justice pour diverses fraudes à l'assurance maladie et détournements de fonds. À cette période, des rumeurs circulent. Une certaine Madame de Bove, patronne d'une laiterie, est retrouvée morte le crâne fracturé dans les décombres de son entreprise incendiée. Un témoin atteste avoir vu le docteur Petiot entrer dans le bâtiment juste avant l'incendie. Un peu plus tard, le même témoin, M. Frasco, se rendit chez le docteur Petiot qui lui administre une piqûre pour le soulager d'un rhumatisme. Coïncidence ? M. Frasco meurt d'une crise cardiaque 1 heure plus tard. On fait alors appeler le médecin d'état civil pour constater le décès. Et ce médecin n'est autre que le docteur Petiot. Pratique. On le soupçonne aussi d'avoir assassiné sa bonne, la jeune Louisette, avec qui il aurait eu une relation avant son mariage et qui a mystérieusement disparu. Serait-il un meurtrier ? Aucune preuve solide ne permet de l'inculper pour autant. Finalement, il n'était plus aussi populaire. Révoqué de ses fonctions de maire, il est ensuite condamné pour avoir trafiqué son compteur d'électricité alors qu'il était conseiller général. C'en est trop pour Marcel Petiot qui décide de quitter Lyon et est maintenant prêt à se refaire une réputation à Paris. C'est au 66 rue de Caumartin, dans le 9e arrondissement de Paris, que se tient le luxueux cabinet du docteur Marcel Petiot. Entre 1933 et 1939, son affaire est au beau fixe et il a une large clientèle très aisée. Charlatan, il prétend pouvoir soigner tous les maux et il se décrit également comme spécialiste en désintoxication. C'est sous couvert de cette activité qu'il fera un certain nombre d'ordonnances de complaisance à une clientèle de toxicomanes. Chassé de naturel, il revient au galop. Il est pris la main dans le sac et arrêté pour vol à l'étalage dans une librairie du boulevard Saint-Michel. Il sera condamné à des amendes et une peine de prison, mais là encore se posera la question de sa stabilité mentale. Est-il fou ou simule-t-il la folie? Après un internement de 7 mois à la maison de santé d'Ivry, il retrouve la liberté et reprend tranquillement ses consultations.
En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et avec elle arrive l'occupation ainsi que la chasse aux Juifs. C'est en 1941 que le plan machiavélique du docteur Petiot se met en place. Pour placer son argent patiemment accumulé, il achète un hôtel particulier 21 rue Le Sueur dans le 16e arrondissement de Paris. Il le transforme en clinique en y réalisant d'importants travaux, notamment à la cave. Marcel Petiot prendra à ce moment-là le pseudonyme de Docteur Eugène. Avec l'aide de rabatteurs, notamment le coiffeur Raoul Fourier et l'artiste Edmond Pintard dit Francinet, il propose une filière d'évasion pour les Juifs menacés alors par l'occupant. La promesse est grande, car ceux-ci espèrent se rendre en Amérique du Sud et tout ça avec une nouvelle identité créée grâce à de faux papiers. Cette offre de liberté coûtait entre 25 et 100 000 francs. Le docteur Eugène proposera également par la suite des tarifs de groupe afin de faire partir des familles entières. Envie de quitter la France? Rien de plus simple. Rendez-vous chez le docteur Eugène avec une valise contenant vos biens les plus précieux et après l'administration d'un vaccin contre les maladies tropicales, c'est le départ vers l'Argentine. Ou pas. Le premier candidat à l'évasion s'appelle Joachim Gushinow, un fourreur juif d'origine polonaise qui contacte le docteur en janvier 1942. On ne l'a jamais revu. Tout comme Paul Braunberger, lui aussi médecin, la famille Kellner avec leur fils de 8 ans René, ainsi que des couples et d'autres familles souhaitant fuir l'oppression nazie. Petiot passait non seulement des juifs, mais également des truands, comme François Albertini dit le Corse, Adrien le Basque ou Joe le Boxeur, ainsi que diverses prostituées et proxénètes qui voulaient se mettre au vert. Où sont donc passées toutes ces personnes? Après leur avoir administré le soi-disant vaccin qui en fait est une dose létale de poison, Petiot les envoie se reposer dans une pièce. Une pièce des plus particulières puisqu'elle était triangulaire, ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur et était totalement insonorisée. Par un Judas, il observait leur agonie. Pendant ce temps-là, il récupère les biens et l'argent des victimes et les entreposait dans un débarras. Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser des corps. Par exemple, en les découpant et en les jetant dans la Seine, en espérant qu'ils ne refassent pas surface, attirant ainsi l'attention de la police. Mais ces meurtres restent pour le moment bien cachés aux yeux du monde. C'est la rumeur d'une filière d'extraction dirigée par un mystérieux docteur Eugène qui attire l'attention de la Gestapo qui décide de l'infiltrer. C'est Ivan Dreyfus, prisonnier juif dans les camps, qui est recruté pour cela. Motivé par les promesses de liberté, il entrera en contact avec le docteur Eugène mais disparaîtra sans laisser de traces. Suite à cela, la Gestapo envoie d'autres agents chez les rabatteurs du réseau Fourier et Francinet. Ceux-ci seront arrêtés et dénonceront le docteur Petiot. La Gestapo arrêtera le docteur en 1943 et l'interrogera à la sauce nazie. Pour le faire avouer et dénoncer les membres de son réseau, il subira le supplice de la baignoire et des charges électriques, ils lui limeront les dents et serreront sa tête dans un serre-tête en acier. Il ne parlera pas et fera l'admiration des autres prisonniers résistants pour son courage. Mais il faut aussi dire que le réseau de Petiot n'existe pas. Qui vouliez-vous qu'il dénonce? Il est relâché par la suite et prendra un peu de repos à Auxerre. Lorsqu'il rentre à Paris, il apprend que les Allemands réquisitionnent la rue Le Sueur. Il doit donner son hôtel particulier le 15 mars. Problème, il faut qu'il fasse absolument disparaître les preuves de ses activités. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, celle du grand feu. Le 11 mars 1944, les voisins constatent une odeur nauséabonde qui s'échappe d'une cheminée du 21 rue Le Sueur. Les voisins ont beau sonner, personne ne répond. On fait appeler la police, les pompiers et on contacte le propriétaire par téléphone, le docteur Marcel Petiot, rue Comartin. Au téléphone, il dit à l'agent de police « Ne touchez à rien, j'arrive ». Au bout d'une demi-heure, la foule commence à se masser dans la rue. L'odeur devenant pressante et Petiot n'arrivant pas, le chef des pompiers décide de ne plus attendre. Cassant une fenêtre au premier étage, il rentre dans la maison et constate un peu partout un étrange entassement d'objets et de meubles recouverts de poussière. L'odeur se fait de plus en plus forte et ils entendent également le ronflement puissant d'une chaudière au sous-sol. Descendus à la cave, c'est une vision des enfers qui les attend ici. La pièce sombre est parsemée de morceaux de corps dépecés, attendant d'être incinérés pendant que d'autres bouts de cadavres se consument dans les flammes. Arrive alors un homme à vélo, se présentant aux agents de police comme étant Maurice, frère de Marcel Petiot. N'étant guère surpris par la présence du charnier et n'étant visiblement pas troublé par l'odeur de mort qui régnait en ces lieux, il prend les deux agents de police à part. Il leur demande tout d'abord s'ils sont de bons Français.
comprenez, ne sont pas à la solde de l'occupant allemand. Ceci acquiescent, il atteste que son frère a bien tué ces personnes, mais qu'il a agi au nom de la résistance, car ce sont tous des nazis et des collaborateurs qui ont été jugés et exécutés. Il disparaîtra ensuite, prétextant devoir prévenir les membres de son réseau. Ce n'est que par la suite que la police se rendra compte qu'il s'agissait en réalité de Marcel Petiot en personne, et non de son frère. En attendant, le docteur semble bien s'être volatilisé. En cavale, il se laisse pousser la barbe, devient le docteur Wetterwald et s'engage dans les forces françaises de l'intérieur sous le pseudonyme de Capitaine Valéry. Petiot reste toujours introuvable. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui à la Libération, mais en vain. Pour sortir de l'impasse, la police a une idée. Provoquer Petiot avec un piège un peu gros, mais parfois, plus c'est gros, plus ça passe. En septembre 1944, le journal Résistance publie alors un article intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Article, vous vous en doutez, dressant de lui un portrait de collaborateur zélé des nazis. Touché dans son orgueil, Petiot adresse une longue lettre manuscrite au journal en réponse à cet article. Par cet acte, il tombe dans le piège car oui, ce journal n'est publié qu'en région parisienne, ce qui restreint grandement le périmètre des recherches. Dans sa lettre, Petiot délivre un torrent d'informations, son implication dans la résistance, son grade, son poste. Son écriture est alors comparée à celle de tous les officiers FFI du secteur. Identifié comme étant le capitaine Valéry, il est retrouvé et arrêté en octobre. Un mois après la parution de l'article, en possession de plusieurs cartes d'identité, dont une au nom de Wetterwald. De son côté, dans des perquisitions ultérieures, la police découvre au 21 rue Le Sueur encore d'autres cadavres. C'est dans une ancienne fosse septique que sont retrouvés des débris humains rongés par la chaux vive. Il sera aussi trouvé sur place un très grand nombre de valises. Ces valises seront même l'objet d'une exposition organisée par la police. Le but était de permettre aux familles d'identifier les effets personnels de leurs proches disparus. Même si l'enquête révélera que sa femme Georgette, son frère Maurice et d'autres personnes étaient impliquées à des degrés divers dans cette funeste machine, aucun d'entre eux ne sera poursuivi, étant considérés comme de petits rouages n'ayant aucune connaissance de la finalité des affaires du docteur. Marcel Petiot sera donc jugé seul en 1946 à la cour d'assises de la Seine pour homicide volontaire avec vol, guet-apens et préméditation. Ce procès est qualifié par la presse de procès du siècle. On surnommera l'accusé le monstre de la rue Le Sueur, Barbe Bleue des temps modernes ou encore Docteur Satan. Accusé de 27 meurtres, il en revendiquera lui-même 63, mais attention, seulement des nazis et des collaborateurs. Petiot ne cessera de clamer qu'il a tué pour la France et pour la résistance. Le surplombant comme autant de preuves accablantes, les 72 valises de ses victimes forment un impressionnant mur dans le tribunal. Ces valises ainsi que les milliers de vêtements et divers effets personnels furent l'objet d'intenses discussions pendant le procès. Ce procès fut truculent et théâtral. Demande d'autographes du public, envolée lyrique de l'accusé, des jurés et même des juges. Autant vous dire que les gens se bousculaient pour assister à l'audience. La plaidoirie de plus de 6 heures de son avocat René Floriot ne changera rien à son destin. Il sera condamné à mort et guillotiné le 25 mai 1946. Ses dernières paroles, « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages », ne sont pas sans rappeler celles d'un autre célèbre tueur français, Henri-Désiré Landru, auquel la presse n'a pas manqué de le comparer. Georgette Petiot, son épouse, a toujours été convaincue qu'il était innocent, qu'il n'était qu'un exécuteur qui a tué ceux que d'autres lui ont dit de tuer. Elle essaiera en vain de faire réhabiliter la mémoire de son mari, même après sa mort. Une question subsiste encore cependant. Qu'est devenu le trésor du docteur Satan? Où a-t-il caché tout l'argent dérobé à ses victimes? Personne ne le sait. Plusieurs personnes auraient racheté l'hôtel particulier du 21 rue Le Sueur pour le fouiller de fond en comble, espérant retrouver le magot de Petiot, mais rien. Ce n'est d'ailleurs plus la peine d'essayer puisque le bâtiment a été détruit et remplacé par un nouvel immeuble dans les années 50. Rien n'a été trouvé lors de la démolition. Psychologiquement instable, diagnostiqué comme tel à plusieurs reprises, cela ne l'aura pas empêché de passer entre les mailles du filet et de devenir médecin, de réussir à se faire élire maire, d'être apprécié, considéré comme un bon docteur et même une personne généreuse. Est-ce la cupidité ou la maladie qui l'a conduit à devenir le docteur Satan? Personne ne peut répondre à cette question. Mais il est probable que l'envie pathologique de s'accaparer les biens d'autrui a quelque chose à y voir. Et vous? Jusqu'où pourrait vous entraîner l'appât du gain?
Merci d'avoir écouté cette histoire et rappelez-vous, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité.